Mon fils avait 8 ans quand il m'a dit quelque chose que j'ai mis 72 ans à comprendre vraiment. Je m'appelle Gérard, j'ai 80 ans, et le jour où j'ai enfin compris ce que cet enfant m'avait dit ce soir-là dans le couloir de notre appartement, j'ai réalisé que j'avais passé la majeure partie de ma vie à côté de quelque chose que lui voyait parfaitement à l'âge où on est censé rien comprendre encore. Je vais vous parler de mon fils Olivier. Et pour vous parler de lui, il faut d'abord vous parler de ce que j'étais comme père, parce que c'est là que tout commence et c'est là que tout repose. J'ai été, pendant la quasi-totalité de la vie active d'Olivier, un père absent, pas absent au sens légal ou dramatique du terme. J'étais là, physiquement présent dans la maison, je dormais dans le même appartement que ma femme Colette et nos 2 enfants. Je mangeais au même repas le week-end, j'apparaissais aux réunions scolaires importantes et aux anniversaires. Mais j'étais absent d'une façon que les statistiques de présence physique ne capturent pas. Absent dans ce sens précis que lorsque j'étais là, je n'étais pas vraiment là. Mon esprit était ailleurs, dans les dossiers du bureau que j'aurais encore à traiter le lendemain, dans les préoccupations professionnelles qui ne me lâchaient jamais vraiment, dans cette façon que j'avais de traverser la vie de famille comme on traverse une pièce pour aller quelque part d'autre. J'ai été cadre dans une entreprise industrielle pendant 38 ans. J'ai commencé comme technicien et je me suis hissé, par le travail et par l'ambition et par le sacrifice régulier de ce qui aurait pu être ma vie personnelle, jusqu'au poste de directeur technique régional que j'ai occupé pendant les 12 dernières années de ma carrière. Cette ascension m'a coûté quelque chose que j'aurais été incapable de quantifier pendant que ça se passait, parce que je ne le voyais pas, parce que le regard que j'avais sur ma propre vie était entièrement organisé autour de la trajectoire professionnelle et de ce qu'elle produisait en termes de sécurité, de reconnaissance, de sentiment d'accomplissement. Ce que cette trajectoire prenait sur ce qui aurait pu exister à côté d'elle, ça, je ne le voyais pas. Colette le voyait. Elle me l'a dit, pas souvent parce qu'elle n'était pas du genre à répéter les mêmes choses, et qu'elle avait compris assez tôt que les répéter ne changerait pas grand-chose, mais elle me l'a dit à plusieurs reprises, au cours des années, avec des mots différents selon les périodes, mais sur le fond le même message. Elle me disait que les enfants avaient besoin de moi autrement que de la façon dont j'étais là, que la présence physique sans attention réelle n'était pas ce dont ils avaient besoin, que le travail était une chose et que la famille en était une autre et que les deux ne pouvaient pas continuer à être aussi déséquilibrés sans que ça laisse des traces. Je l'écoutais, je disais qu'elle avait peut-être raison, et je continuais comme avant parce que je n'avais pas les outils pour faire autrement, et parce que, soyons honnêtes, je ne voulais pas vraiment chercher ces outils à l'époque. Olivier avait 8 ans au moment dont je veux vous parler, c'était en 1952. Non, je dois corriger, j'ai fait l'erreur. Il avait 8 ans en 1979 parce qu'il est né en 1971. Je suis né en 1944 moi-même et j'avais 35 ans à cette époque-là, en plein milieu d'une période particulièrement intense, professionnellement, une promotion récente, de nouvelles responsabilités, des déplacements fréquents, des semaines qui commençaient le lundi à 6 heures du matin et se terminaient rarement avant le vendredi soir. C'était un soir de semaine ordinaire, un mercredi ou un jeudi de l'automne, je ne me souviens pas précisément. J'étais rentré tard, les enfants étaient censés être couchés, Colette était dans la cuisine, et Olivier était dans le couloir, en pyjama, qui m'attendait. Je ne savais pas qu'il m'attendait sur le moment. J'ai cru qu'il s'était levé pour aller aux toilettes et qu'il m'avait entendu rentrer. Mais à la façon dont il était planté là, immobile, les bras le long du corps, avec cette expression sur son visage, qui n'était pas la somnolence d'un enfant à moitié endormi, mais quelque chose de nettement plus éveillé et plus décidé, j'ai compris qu'il attendait. Je lui ai dit qu'il devait être au lit, gentiment mais fermement, avec la légère impatience d'un homme fatigué qui n'a pas envie de gérer les caprices d'un enfant à cette heure-là. Et lui m'a regardé droit dans les yeux, avec cette façon directe qu'il avait déjà à 8 ans, qui tranchait sur la façon de la plupart des enfants d'éviter le regard des adultes. Et il m'a dit « Papa, tu es toujours fatigué. » 4 mots, pas une question, pas une plainte, au sens où une plainte cherche quelque chose, une observation, simple, directe, posée là dans le couloir entre nous deux, comme un fait qu'il avait décidé de nommer
parce que quelque chose en lui en avait besoin. Je lui ai dit que oui, papa travaillait beaucoup et qu'il était fatigué ce soir, et que maintenant il fallait aller se coucher. Il est retourné dans sa chambre. J'ai mis mes affaires dans l'entrée, j'ai mangé quelque chose que Colette avait laissé pour moi dans le réfrigérateur, et j'ai été me coucher. Et cette phrase a pris sa place dans ma mémoire, rangée dans la catégorie des choses qu'on retient, sans trop savoir pourquoi, et qu'on ne sort pas souvent mais qu'on ne perd pas non plus. Je ne l'avais pas comprise. Je pensais l'avoir comprise, parce que la surface de la phrase est transparente et ne demande aucune explication. Papa, tu es toujours fatigué. C'est clair, non? Un enfant observe que son père rentre épuisé le soir, il le dit. J'avais entendu ça et j'y avais répondu en conséquence, avec l'explication qui me semblait juste. Le travail, la fatigue, c'est comme ça. Ce que je n'avais pas compris, et je n'ai compris ça qu'à 80 ans, c'est que ce n'était pas de ma fatigue dont il me parlait. Avant de continuer, je veux m'arrêter une seconde parce que je suis sincèrement curieux de ce que vous pensez à ce stade. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. Et un pouce en l'air m'aide vraiment à partager cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'Olivier voulait me dire vraiment avec ces 4 mots. Si vous pensez qu'il me disait qu'il avait besoin de plus de ma présence, écrivez présence. Et si vous pensez qu'il essayait de me dire autre chose, quelque chose sur moi plutôt que sur lui, écrivez toi. Parce que cette distinction-là, j'ai mis 72 ans à la faire. Les années ont continué. Olivier a grandi, comme les enfants grandissent, avec ou sans la pleine participation de leur père. Il a eu ses propres chemins, ses propres réussites et ses propres difficultés. Il est devenu professeur d'histoire dans un lycée. Il a eu une famille. Entre nous, il y avait une relation qui fonctionnait dans les occasions formelles, les repas de famille, les fêtes, les moments où les structures extérieures organisaient la rencontre. Mais il n'y avait pas beaucoup de proximité au sens profond du terme, cette proximité qu'on construit dans les petits moments ordinaires et qui s'accumule en quelque chose de solide avec les années. Cette proximité-là, on ne l'avait pas vraiment, et je savais, quelque part, que c'était principalement de ma responsabilité. Je suis parti à la retraite à 67 ans. Et là, comme ça arrive souvent et comme d'autres histoires sur cette chaîne l'ont raconté peut-être mieux que moi, je me suis retrouvé face à quelque chose que le travail avait très efficacement masqué pendant des décennies, la question de ce que j'étais en dehors de ce que je faisais. Cette question était là, nette et inconfortable, et le seul moyen honnête d'y répondre était de regarder ma vie telle qu'elle avait été réellement, pas telle que j'aurais voulu qu'elle soit, ou telle que je me la racontais parfois dans les bons jours. Colette et moi avons vieilli ensemble, et notre relation a changé avec la retraite, comme les relations changent quand les structures qui les organisaient de l'extérieur disparaissent. Nous avons appris à être ensemble autrement, avec le temps qu'on ne se donnait pas avant et avec toutes les conversations qu'on n'avait pas eues pendant des décennies parce qu'on n'en avait jamais trouvé le moment. Ces années de retraite avec Colette ont été bonnes, différentes de ce que nous avions été l'un pour l'autre dans les années actives, mais bonnes. Et puis Colette est décédée en 2019, et dans le deuil, dans ces mois très silencieux qui ont suivi, j'ai commencé à regarder ma vie différemment, pas avec la distorsion romantique que le deuil peut parfois produire, qui embellit ce qui a été, mais avec une honnêteté que l'âge et la perte rendent parfois plus accessibles parce qu'on n'a plus autant de raisons de se ménager. Et dans cette relecture honnête, Olivier est apparu de façon centrale, lui et la relation que nous n'avions pas vraiment eue pendant toutes ces années. Et avec lui, cette phrase du couloir, « Papa, tu es toujours fatigué ». Je ne sais pas pourquoi elle est revenue à ce moment-là avec une telle netteté. Peut-être parce que le silence laissé par Colette avait créé un espace dans lequel certaines choses pouvaient enfin être entendues comme elles méritaient de l'être. Peut-être parce qu'à 80 ans, avec la vie derrière moi plutôt que devant, certaines choses se voient différemment. Et pour la première fois depuis 1979, j'ai vraiment pensé à cette phrase. J'ai pensé à Olivier dans ce couloir, en pyjama, qui m'attendait. J'ai pensé à l'effort que ça lui avait coûté, à 8 ans, de rester debout et de me dire quelque chose au lieu de retourner se coucher comme n'importe quel enfant de son âge l'aurait fait. Et j'ai pensé à ce que voulait vraiment dire ce que cet enfant m'avait dit. « Papa, tu es toujours fatigué. »
Il ne me parlait pas de ma fatigue physique, il me parlait de moi. Il me disait que ce que je lui offrais, à lui, n'était jamais de moi entier, jamais de moi pleinement là, mais toujours un résidu de moi après que le travail avait pris le reste. Il me disait qu'il percevait cette demi-présence avec la précision des enfants qui n'ont pas encore appris à accepter les explications raisonnables comme substitut à la vérité. Il me disait que je n'étais pas vraiment là même quand j'étais là, et il me le disait avec la concision de quelqu'un qui n'a pas encore les mots pour envelopper la vérité dans de la politesse. Et j'avais entendu quelque chose sur ma fatigue. Cette compréhension-là, arrivée à 80 ans, dans le silence de mon appartement après la mort de Colette, a produit en moi quelque chose que je vais essayer de vous décrire honnêtement sans exagérer dans un sens ni dans l'autre. Ce n'était pas une révélation foudroyante, pas une douleur aiguë de celle qu'on ne peut pas soutenir. C'était quelque chose de plus lent et de plus lourd, comme un poids qu'on reconnaît enfin pour ce qu'il est après l'avoir porté tellement longtemps qu'on avait oublié qu'il était là. J'avais raté quelque chose. Je le savais vaguement depuis longtemps, de cette façon floue dont on sait des choses qu'on ne veut pas regarder directement. Mais là, je le savais clairement, avec toute la précision que la phrase d'un enfant de 8 ans peut donner à une vérité sur laquelle on avait mis 72 ans de brouillard. J'ai appelé Olivier, pas pour lui raconter tout ça, pas encore, juste pour l'appeler. Et dans cette conversation, j'ai fait quelque chose que je n'avais presque jamais fait dans nos échanges depuis qu'il était adulte. Je lui ai posé des questions sur lui, des vraies questions, des questions qui voulaient des réponses vraies et pas les réponses courtes qu'on donne quand on sait que l'autre n'a pas vraiment le temps ou l'intention d'entendre le reste. Il y a eu dans ce téléphone un silence un peu surpris de sa part, ce type de silence de quelqu'un qui reçoit quelque chose d'inattendu et qui prend un instant pour vérifier qu'il ne s'est pas trompé. Et puis il a commencé à parler, vraiment parler, et j'ai commencé à écouter, vraiment écouter. Nous avons eu plusieurs conversations comme celle-là dans les mois qui ont suivi, et chaque fois j'essayais d'être là d'une façon que je n'avais pas su être quand il avait 8 ans, et qu'il m'attendait dans le couloir en pyjama. Ce n'est pas que tout ce que nous n'avions pas construit s'est rattrapé en quelques conversations téléphoniques. Ce n'est pas aussi simple que ça et ce serait faux de vous le présenter ainsi. Mais quelque chose a changé entre nous, quelque chose de réel et de mesurable, dans la façon dont il me répondait, dans la façon dont il commençait à m'appeler lui aussi de temps en temps pour des choses qui n'étaient pas des occasions formelles, juste parce qu'il avait quelque chose à me dire. Un soir de décembre de l'année dernière, nous dînions ensemble chez lui, Olivier et sa femme et moi, et après le repas nous avons parlé longtemps autour de la table. Et à un moment dans cette conversation, j'ai trouvé le moyen de lui parler du couloir, de cette nuit de 1979, de ce qu'il m'avait dit et de ce que je n'avais pas compris. Je ne l'avais pas planifié, ça s'est présenté naturellement dans le fil de ce que nous disions, et j'ai dit les choses simplement, sans effusion ni dramatisation, parce que ce n'était pas ce qu'il méritait. Il ne se souvenait pas de cet épisode, pas du tout. Cette phrase qui avait tourné dans ma mémoire pendant 72 ans, il l'avait dite et oubliée comme on oublie presque tout ce qu'on dit à 8 ans. Et en apprenant ça, j'ai ressenti quelque chose d'étrange et de difficile à nommer. Pas de l'ironie amère, pas du soulagement non plus, quelque chose entre les deux. Cette phrase avait compté uniquement pour moi, dans un sens, ce qui signifiait que tout ce qu'elle m'avait appris, elle me l'avait appris à moi seul, dans un dialogue que j'avais eu avec un enfant qui ne savait pas qu'il participait à quelque chose d'aussi important. Mais Olivier a dit quelque chose ensuite qui m'a traversé de la même façon que sa phrase originale, avec cette précision qu'il avait toujours eue depuis l'enfance. Il m'a dit que ça ne le surprenait pas qu'il ait dit quelque chose comme ça à 8 ans, parce qu'il avait passé beaucoup de son enfance à attendre quelque chose de moi qu'il n'arrivait pas à nommer mais dont il sentait l'absence. Et il m'a dit ça sans animosité, avec le calme d'un homme de 53 ans qui a fait sa propre paix avec ce que son enfance a été, et qui peut en parler maintenant à son père de 80 ans, avec cette honnêteté tranquille que la distance du temps permet parfois. J'ai pleuré un peu ce soir-là, dans la voiture en rentrant, pas de façon spectaculaire, quelques larmes silencieuses dans le noir pendant que les rues défilaient, celles de quelqu'un qui mesure ce qui a été et ce qui aurait pu être différemment et qui accepte la distance entre les deux avec ce qu'il lui reste de force pour l'accepter.
Ce que je veux vous dire ce soir, ce n'est pas que j'avais tout raté dans le sens absolu du terme. J'ai été un père présent dans certaines façons qui comptaient, j'ai assuré la sécurité matérielle de ma famille, j'ai été là pour les occasions qu'il exigeait, j'ai aimé mes enfants d'un amour que je n'exprimais pas bien, mais qui était réel. Et Olivier, tel qu'il est devenu, est quelqu'un que je respecte profondément, quelqu'un de bon et de juste et de réfléchi, ce qui signifie que Colette et lui-même ont construit quelque chose de solide, avec ou sans ma pleine participation. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas su donner, que cet enfant de 8 ans avait essayé de me dire dans le seul langage à sa disposition, et que moi j'avais entendu comme une information sur ma fatigue, plutôt que comme une information sur lui et sur moi, et sur ce qui manquait entre nous. Et comprendre ça à 80 ans, c'est comprendre quelque chose d'important, mais c'est aussi comprendre qu'il reste encore quelque chose à faire, pas à défaire ce qui a été parce que c'est impossible, mais à être différemment maintenant, aujourd'hui, dans ce qu'il reste. Ce que j'ai appris de cette histoire et ce que je voudrais vous laisser si vous êtes encore là à m'écouter, c'est ceci. Les enfants disent des vérités avec une précision que nous n'entendons pas toujours parce que nous sommes trop occupés à filtrer ce qu'ils disent à travers notre propre grille de lecture d'adultes épuisés et préoccupés. Ils voient des choses que nous avons appris à ne plus voir, parce que nous avons appris à fonctionner plutôt qu'à ressentir, à gérer plutôt qu'à être là. Et parfois une phrase dite dans un couloir à 10 heures du soir par un enfant en pyjama contient toute une vérité sur qui vous êtes et comment vous vivez. Une vérité que vous ne serez peut-être prêt à entendre que 72 ans plus tard, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, si vous êtes entouré de jeunes qui vous disent des choses que vous avez l'habitude d'entendre à moitié, parce que vous avez toujours quelque chose d'autre en tête, écoutez vraiment ce qu'ils disent, pas la surface des mots, ce qui est en dessous, parce qu'ils savent souvent des choses sur nous que nous ne savons pas encore sur nous-mêmes, et qu'ils nous les donnent sans le savoir, gratuitement, avec une générosité que l'âge adulte n'a pas encore compliquée. Je m'appelle Gérard, j'ai 80 ans, et mon fils de 8 ans m'a dit quelque chose de vrai sur moi, que j'ai mis toute une vie à comprendre. Ce n'est pas trop tard, c'est tard, oui, mais ce n'est pas trop tard. Et cette distinction-là, à 80 ans, elle vaut quelque chose. Si cette histoire vous a touché quelque part, un pouce en l'air m'aide vraiment à la faire connaître à d'autres pères, d'autres parents, d'autres personnes qui ont peut-être une phrase qui attend dans leur mémoire depuis des années et qui n'a pas encore été vraiment entendue. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, restez avec nous, parce qu'il y a d'autres histoires à venir que je préfère partager avec quelqu'un qui a choisi d'être là. Il y a aussi une autre vidéo ici que je vous recommande. Elle parle d'une femme de 84 ans, dont le petit-fils de 12 ans lui a dit 4 mots qui lui ont mis toute une vie à révéler leur sens. Une histoire qui fait écho à la mienne dans ce qu'elle dit sur les enfants, qui voient ce que les adultes ne voient plus. Prenez soin de vous et écoutez les enfants autour de vous, même quand ce qu'ils disent semble simple. Gérard.